Bonjour Ariane. Bonjour. On est devant le très joli petit musée de Eugénie et John Bost à la fondation du même nom. Et on est venu pour un peu savoir ce qui se passe ici et depuis quand ce musée existe et l'histoire un peu de cette petite maison. Oui, alors cette maison, elle est vieille, hein, c'est une maison périgourdine. Elle a été occupée par de nombreux habitants depuis le 19e siècle et elle appartient à la fondation John Bost depuis 1920 à peu près. Il logeait du personnel de la fondation. Et puis cette maison a été inhabitée pendant une certaine période et il faut attendre les années 70 au moment où l'accueil qui est juste situé derrière... On va marcher en parlant. Voilà, l'accueil qui est juste situé derrière est construit. Et à ce moment-là, cette maison, soit elle disparaît parce que mal entretenue, soit elle connaît une seconde vie. Et c'est ce qui va se passer avec le directeur de l'époque, qui est Monsieur Rouveran, qui va demander aussi dans les pavillons, dans les greniers, s'il y a des choses de John Bost, des asiles, puisqu'à l'époque ça s'est appelé les asiles de la force au tout début de l'histoire. Voilà, savoir s'il y avait encore des objets pour, dans cette maison, faire un petit musée avec des objets personnels de John Bost, il en reste. Et puis, dans ce lieu-là aussi, proposer les objets qui sont réalisés par les résidents dans les ateliers d'ergothérapie, les mettre à la vente. Et quand on contourne la maison à l'arrière, 2 logements qui vont être créés pour être mis à disposition des familles venant visiter les résidents. Ah oui, là on a le bruit des jardiniers, c'est sympa. Voilà. Oui, là c'est désherbage, tondeuse. Voilà. Donc les travaux effectivement toujours en cours à la fondation John Bost, préparés pour faire beau. Voilà, faire beau ce beau qui était cher à John Bost et qu'on va retrouver aussi à l'intérieur du musée dans son histoire. Donc le musée tel qu'il est aujourd'hui a ouvert ses portes en mars 2017 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de John Bost, le fondateur des asiles de la force. Et dans ce musée, on a voulu raconter certes son histoire, raconter l'histoire des asiles. Et puis au-delà de l'histoire et de raconter quelque chose, c'est aussi rencontrer John Bost et rencontrer l'autre, celui qui travaille, celui qui réside ici, l'autre, parfois malade, parfois différent, mais qui est toujours celui qu'on va croiser sur notre route. Et quand les regards se croisent, c'est ça aussi qui devient intéressant. Une des missions de la fondation John Bost reste d'amener au changement, en tout cas d'aider le changement de regard de la société et de l'être humain sur le handicap, sur la maladie mentale et donc sur l'autre différent de moi. Alors nous voilà dans le hall. Dans la première pièce de ce joli musée, devant une maquette de la fondation sur ce plateau. Alors effectivement, quand on rentre directement dans la première salle du musée. Et cette salle, pour nous, c'était important de planter le décor. Alors effectivement, on retrouve cette maquette qui a été réalisée par un atelier sur Bordeaux. Et cette maquette reprend les asiles de la force tels qu'ils étaient à la mort de John Bost. Donc nous sommes en 1881. John Bost vient de décéder et laisse sur le plateau de la force 9 maisons pour accueillir des personnes. Et puis on va retrouver le presbytère, la maison dans laquelle il a habité, qui est située juste à côté du temple de la fondation John Bost. Et puis planter le décor, c'est présenter les personnages. C'est présenter aussi la psychiatrie telle qu'elle est au moment où se développent les asiles de la force, puisque John Bost, qui connaît ces lieux,
voilà, en dehors des villes, qui ressemblent parfois plus à des prisons qu'à des lieux d'accueil. Pour John Bost, il y a une chose qui est claire, c'est que ces lieux-là, il n'en veut pas. Donc, même si les asiles de la force ne sont pas du tout un projet préconçu, John Bost n'est pas arrivé là en se disant « Bon, allez, je vais construire 9 maisons pour accueillir telle et telle catégorie de personnes. » Non, pas du tout. Ces 9 pavillons, s'ils sont nés, c'est bien parce qu'ils ont répondu chacun à un besoin et à un appel particulier. La seule volonté, ce qui tenait à cœur de John Bost quand il arrive ici à la Force en 1844, c'est d'ouvrir une maison pour accueillir les jeunes filles perdues. Les jeunes filles perdues, à l'époque, ce sont des jeunes orphelines, des jeunes filles mères, des jeunes filles en charge des familles et qui ne peuvent pas recevoir l'éducation qu'elles méritent, qui sont obligées d'aller travailler ou qui sont obligées d'aller se vendre. Voilà. Et ces jeunes filles-là, il a été touché par des situations très particulières et donc il s'est dit que là où il serait pasteur, il ouvrirait une maison pour accueillir ces jeunes filles-là. Et c'est effectivement en tant que pasteur de l'église protestante que John Bost va arriver dans ce village de la Force. Il y a eu beaucoup d'autres gens après, et cette phrase effectivement qui est voilà, oui, la phrase clé de la fondation, ce que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître, parce que s'il a fait quand même tout ça, c'est au nom de son maître qui était Jésus-Christ, puisque c'était voilà, une parole d'évangile. Elle apparaît dans des écrits plus tard, en 1875. Voilà. Parce que voilà, c'est vrai que son but au début, c'était vraiment pas d'accueillir tous, mais quelques-unes. Et c'est l'histoire qui a fait que ces quelques-unes se sont développées, multipliées, pour arriver à des garçons, à des filles, avec et sans handicap. Donc, nous voilà dans une deuxième pièce avec beaucoup de tableaux. Et ben voilà, je te laisse expliquer. Oui, donc on poursuit la visite du musée. Et effectivement, cette deuxième salle nous permet de rencontrer John Bost avant qu'il arrive ici, puisqu'on va voir d'un côté sa naissance, son adolescence, jusqu'à son arrivée à la Force. Et de l'autre côté, on raconte l'histoire du protestantisme. Ce protestantisme qui a souffert depuis la Réforme, puisqu'il a été malmené, il a été rejeté. Henri IV avait donné l'espoir que quelque chose de mieux serait possible, mais malheureusement, tout espoir a été effacé d'un revers de manche plus tard, et nombre de protestants ont dû fuir la France pour pouvoir survivre, sans renier leur religion. Donc, dans ces protestants qui ont fui, il se trouve qu'il y avait des Bost là-dedans. Et il y avait les ancêtres de John Bost, originaires du Dauphiné, qui ont abandonné leurs terres pour se réfugier à Genève, en Suisse. Voilà pourquoi John Bost, de son vrai nom Jean-Antoine Bost, est né dans le canton de Berne en 1817. Et puis ces deux histoires douloureuses, mais avec des rebondissements heureux, a été mise en scène par François Paillet, le scénographe, et une artiste peintre qui ont travaillé sur le projet du musée, en racontant dans ce livre ouvert ces histoires d'hommes et de femmes qui ont traversé la misère, qui ont traversé des épreuves et qui un jour ont eu des mains tendues, ont eu des mains ouvertes, des rencontres ont pu se faire et une sortie de cette misère a été possible. Alors nous voilà dans une très belle pièce avec les meubles de la famille Bost, je suppose, dont des très chouettes watters là. Alors cette salle, effectivement, c'est l'histoire des asiles, du temps de John et Eugénie. Parce que vous avez bien noté dès le début qu'on parle de la maison John et Eugénie Bost. John Bost arrive à la Force, crée les premières maisons, et puis en 1861, il va se marier avec Eugénie Ménardi Ponteriesco, fille de riches propriétaires terriens. Et c'est vrai que Eugénie a vraiment à cœur cette œuvre qui est en train de se développer sur les terres de la Force et de Prigonrieux. Et
une fois mariée à John Bost, elle sera vraiment partie prenante de ces réalisations. Elle va œuvrer à leur développement et elle sera présente auprès des directrices, auprès du secrétaire comptable. Voilà, elle va vraiment faire le lien, elle va assurer les tâches de John Bost lorsque ce dernier sera en déplacement ou souffrant, ce qui lui arrive aussi. Donc on a certains... Elle était beaucoup plus jeune que lui, hein, parce que ça a été une grande histoire d'amour, si je me souviens bien. Oh oui, elle avait 17 ans de moins que lui, mais John Bost était son précepteur quand il arrive à la force, et au bout de quelque temps, elle tombe amoureuse de son précepteur, qui se trouve être aussi le pasteur. Et un pasteur sans un sou dans la poche qui ne cesse de construire ses maisons et d'accueillir des personnes elles-mêmes en difficulté. Voilà, le père n'était pas tout à fait d'accord pour ce mariage. Et donc, elle a attendu une bonne douzaine d'années quand même avant que le père, sur son lit de mort, accepte l'union des deux. Donc, c'est pour ça, peut-être, est-ce qu'elle s'est rattrapée par la suite? C'est possible. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que c'était important qu'elle soit présente dans le titre et dans le musée. On a d'ailleurs un fac-similé du journal qu'elle a tenu de 1867 à 1881, la mort de John Bost. Voilà, on a pu, par la famille, avoir accès aux archives familiales. Et donc, le journal d'Eugénie, où elle raconte son quotidien dans sa propriété de Ménard, le quotidien des asiles, l'éducation de leurs enfants. Voilà, on retrouve vraiment une vie passionnante et éreintante d'une femme qui décédera quand même assez jeune, quelques années à peine après la mort de John Bost. Qui aurait pu être musicien, non s'il n'avait pas été pasteur, ou bien... Il partait sur une carrière musicale. C'est pour ça que vous avez un piano dans la muséographie. Alors, de John Bost, le piano de John Bost, et puis cet enregistrement sonore aussi qui nous rappelle à quel point la musique était importante pour John Bost, puisqu'effectivement, il était parti sur une carrière musicale. Il avait eu la chance de rencontrer Liszt à Genève. Il jouait beaucoup de piano. De la fratrie, c'était celui qui avait quand même un niveau assez élevé. Et puis, s'il a abandonné sa carrière musicale pour faire des études, pour être pasteur et venir ici ouvrir les asiles, la musique a eu une part importante aussi dans l'accueil de l'autre et dans l'accueil de la différence, puisque lui-même raconte que grâce à la musique, grâce au son de l'harmonium qu'il avait dans sa maison, les premières idiotes qu'il a accueillies ont chantonné, ont dansé autour de mélodies qui jouaient. Donc le chant, la musicothérapie finalement avait toute sa place dès les années 1850. Et d'année en année, de décennie en décennie, la musique a toujours eu une place prépondérante à la Fondation John Bost, avec des ateliers, avec une chorale, les troubadours de la joie, qui chantent très régulièrement dans le Bergeracois, et plus loin. Et un orgue au petit temple de la Fondation, qui est très bien entretenu, et très souvent des concerts qui ont lieu dans ce temple, d'ailleurs. Oui, tout à fait, des concerts de très grande qualité, ouverts à tous. Qui a une acoustique très agréable, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors c'est un couloir un peu particulier qui va nous faire passer du 19e siècle au 20e, 21e siècle. Et ce couloir, il permet de mettre l'accent sur des descendants de la famille Bost, et plus précisément du plus jeune frère de John, qui s'appelait Élisée, et qui a une descendance qui a marqué l'histoire du protestantisme, qui a marqué la littérature, qui a marqué également la chanson, et je pense que vous reconnaîtrez certains de ces portraits. Et oui, il y a Renaud, le chanteur Renaud. Mais que fait Renaud dans ce musée? Eh bien, figurez-vous que sa grand-mère, je le dis, ou il faut venir voir le musée pour le savoir? Voilà, il faut venir voir le musée pour savoir. Il y a Jacques-Laurent Bost. Et Pierre Bost. Pierre Bost, il n'y en a pas un qui a été copain avec Sartre.
Et c'est Simone. Tout à fait, c'est Pierre Laurent. Il était l'amant de Simone, non? Absolument, qui est une histoire qui est racontée dans les correspondances croisées. Voilà, qui est sortie chez Gallimard, une correspondance entre Simone de Beauvoir et Jacques-Laurent Bost. Voilà, et on remarquera aussi tout au long du parcours, nos yeux croiseront des œuvres réalisées par les résidents. Et donc on poursuit la visite en continuant de voyager à travers le temps, de rencontrer d'autres directeurs, d'autres résidents, puisque voilà, John Bost décédé, il fallait quand même continuer. Tout était là pour que les pensionnaires continuent à être accueillis. Et ça a été une lourde tâche, je pense, que de prendre la succession de John Bost. Mais voilà, les pasteurs ont pris la suite. Ils ont continué à mener à bien ce qu'avait fait John Bost. Et puis voilà, puis ils ont continué à accueillir, continué à recevoir des personnes avec des pathologies, avec des maladies, des personnes qui parfois ne trouvaient pas de place ailleurs. Et c'est vrai que là, voilà, ce que tous repoussent, c'est quelque chose qui est encore et toujours d'actualité, puisque y a toujours des gens pour qui c'est compliqué de trouver une place, parce que leur maladie, parce que leurs soins demandent des choses particulières, des moyens particuliers, on va dire. Et voilà, on en reçoit encore aujourd'hui à la Fondation. Et donc on va utiliser aussi des outils numériques dans ce musée, puisque dans la salle où on raconte, où on se met finalement au contact des résidents du 19e siècle, beaucoup d'écrits, beaucoup de photos qu'on peut visionner à travers les outils multimédia. Et là encore, dans cette salle, grâce à cette tablette numérique qui nous permet, sur différentes thématiques, d'avoir accès à un fond iconographique important et intéressant à travers les décennies. Et puis, ces thématiques aussi nous permettent de comprendre les modifications, le développement des asiles qui recevaient par compassion le prochain. Et puis, comment la Fondation a traversé les décennies pour continuer d'accueillir, d'ouvrir. Mais là, on vous laisse venir à la Fondation pour voir l'entièreté de ces documents-là. Il faut venir, hein. Il faut venir et il ne faut pas hésiter à revenir, puisque... Ce mot d'asile, il est toujours utilisé. Non, depuis les années 70, les asiles John Bost sont devenus la Fondation John Bost. C'est des modifications au niveau des statuts et des... Oui. Et puis au niveau du vocabulaire aussi, c'est vrai que, on évolue de la même façon. Les pensionnaires sont devenus des résidents. Voilà, il y a aussi des histoires de syntaxe qui... Ils deviennent plus actifs dans leurs soins. Aussi, oui, tout à fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est pleinement dans l'accueil de la personne, dans son intégrité, dans son intégralité, on va dire aussi, où, oui, tout à fait, où elle-même a tout ce qu'il faut pour dire qu'il ait la parole ou pas. On va mettre les moyens en place pour qu'il puisse aussi interagir Et puis cet espace, qui est dédié aux expositions temporaires. Donc chaque année, nous avons un thème nouveau pour cette salle. Et cette année, nous avons choisi de travailler sur l'art brut. Avec toute la question de l'art brut existe-t-il, qui a tenu en haleine pendant 3 jours, intervenant et participant à un colloque. Voilà, que signifie l'art brut? Est-ce que c'est vraiment ce terme-là qu'il faut utiliser? Et donc on a la chance dans cette salle d'avoir des œuvres d'artistes qui nous sont prêtées par des collectionneurs. Voilà, des œuvres historiques. Et puis, comme on avait encore beaucoup d'autres choses à exposer, et notamment des œuvres réalisées par les résidents, puisque souvent l'art brut est
connoté voilà, art des fous, art de ceux qui n'ont pas la maîtrise du sujet. C'est vrai que grâce à des ateliers qui avaient lieu il y a quelques années, mais qui continuent encore aujourd'hui sous d'autres formes, nous avions aussi beaucoup de choses à proposer au public. Et c'est pourquoi il y a un second lieu d'exposition dans lequel nous allons nous rendre. Bon, nous voilà dans la deuxième salle de l'exposition d'art brut. Peut-être qu'au cours de sa présentation, Ariane va nous dire qu'il ne faut plus appeler ça comme ça. Au gymnase de la famille, et où sont exposés alors des tableaux réalisés dans les ateliers d'art-thérapie de la Fondation. Moi, je me souviens du premier atelier que j'ai connu ici, c'était Martine de Chaussée qui s'en occupait. Alors absolument, les tableaux, la grande partie des tableaux qui sont exposés là, c'est du temps de Martine de Chaussée quand elle était à la Cabane Rouge, le club artistique. C'était un lieu assez atypique, et c'est là où je ne dirais pas que c'était de l'art-thérapie, mais de l'art. Puisque c'était le seul lieu qui avait été créé justement par le docteur Gabaye, où les psychiatres, les psychologues, les moniteurs, tout le corps médical ne rentrait pas et ne venait pas voir ce qui s'y passait. Donc les résidents y venaient autant de fois qu'ils voulaient, quand ils voulaient. La porte était ouverte. Martine était là pour accueillir les résidents, faire en sorte voilà, qu'il y ait une bonne ambiance et une bonne entente là-dedans. Mettait à disposition crayons, feutres, peintures, papier de toutes sortes, de toutes tailles, de tout grammage. Et les résidents faisaient comme ils avaient envie, ce qu'ils avaient envie. Donc là, on a sélectionné effectivement une petite partie des tableaux en étant plus dans la thématique d'art brut. Donc voilà, où on peut effectivement, dans les différentes peintures qu'on a pu recueillir, et voilà, je dis bien ce qu'on a pu recueillir parce que beaucoup ont disparu ou sont ailleurs qu'à la Fondation John Bost. On n'a pas connaissance de tout. Mais voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus académiques, on va dire. Et donc là, notre choix s'est porté sur cette petite trentaine de tableaux. Les sculptures de bois sont absolument formidables, je trouve. Alors là, on est dans des choses beaucoup plus récentes, puisque au centre de la pièce, les sculptures de bois et les sculptures en fer ont été réalisées au printemps dernier avec des artistes qui étaient sur la Fondation. Alors, c'était des artistes qui étaient là de façon ponctuelle, qui ont mis à disposition des résidents du matériel, et avec comme consigne, ben voilà, c'est de la récupération, que ce soit le bois flotté ou que ce soit le fer. Voilà le matériel, et à vous de rassembler, super, de créer et de souder pour tout ce qui est le fer. Et en fer, on a aussi une autre vitrine qui sont des objets réalisés par Francis Masson, qui était également résident à la Fondation jusque dans les années 80 et qui a travaillé son enfance, son adolescence et sa vie durant le fil de fer. Et là encore, bon nombre de personnes ayant travaillé à la Fondation, ayant croisé la route de la Fondation, ont chez eux une pièce de Francis Masson. Et la dernière chose qu'on va pouvoir voir dans cette salle jusqu'au 30 septembre, ce sont des photographies qui nous sont gracieusement prêtées par Bruno Montpied, qui a fait un tour de France des lieux atypiques, au bord des routes, d'artistes qui ne pensent pas du tout être artistes, mais qui, par passion, par envie, ont commencé à créer dans leur jardin, dans leur maison. Façon facteur cheval. Façon facteur cheval, un objet, une statue, un moulinet, et qui ne se sont jamais arrêtés. Donc, on a la chance d'avoir ces quelques photographies. Et puis, avec Rémi Ricordo, ils ont tourné un film qui reprend également l'histoire de ces personnages. Et ce film sera diffusé samedi 18 mai dans le cadre de la Nuit européenne des musées, ici même dans le gymnase.
Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir-là. Et puis le musée et les expositions sont ouvertes à tous. On va commencer la saison estivale. Et pendant cette saison-là, du 1er juin au 30 septembre, le musée est ouvert tous les après-midi, du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Et la visite est gratuite, donc n'hésitez pas à venir, à revenir, y compris cette salle. Tout sera ouvert du 1er juin au 30 septembre, 14h, 18h. Et le reste de l'année, le musée est ouvert sur rendez-vous. Voilà, nous recevons des individuels, des groupes, des scolaires. Voilà, c'est vrai que ce musée, cet objet, ce que je disais au tout début, hein, ces histoires et ces rencontres sont vraiment ouvertes à tous. Et pour nous, c'est important que ce dialogue puisse se faire aussi entre les hommes et entre les femmes, qu'il soit bien portant ou qu'il se le soit un petit peu moins.